bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Léonore Moyon, je suis chef de projet chez Réseau Alliance. On a le plaisir ce matin de co-animer ce webinaire avec Schema Business School et d'avoir ce midi avec nous trois invités. Émilie Virch, responsable développement et relations territoire Hauts-de-France au sein de Schema Business School. Bonjour Émilie. Bonjour Léonore. Et également avec nous, toujours du côté de Schema, Stéphanie Chasserio, qui est professeure associée. Bonjour Stéphanie. Bonjour, merci de m'avoir sollicité sur ce beau sujet. Et enfin, on a le plaisir d'accueillir grâce à Émilie et Stéphanie, Marie Beaucourt, donc du coup qui est, directrice du talent, développement managérial et de la QVCT au sein, d'Orange. Bonjour Marie. Bonjour Léonore, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui, on vous propose ce webinaire qu'on a appelé Entreprise responsable, prenez soin de vos managers. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques minutes, quelques instants pour présenter Réseau Alliance, peut-être pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais être très rapide puisque les échanges qui vont suivre vont être riches et très intéressants. Donc, je vais passer assez rapidement. Mais Réseau Alliance, en quelques mots, nous, on est un réseau d'entreprises et d'organisations engagées dans l'économie responsable dans les Hauts-de-France. Notre ambition, c'est tout simplement en fait d'accompagner nos adhérents selon leurs besoins pour qu'ils puissent se transformer durablement. On a été créé il y a 30 ans. On fête cette année nos 30 ans. Vous l'avez peut-être vu passer, vous le verrez passer dans les prochains mois, prochaines semaines. On compte aujourd'hui 380 adhérents et partenaires, dont Schema Business School. On est ravis. Et on a vraiment tout type d'adhérents, des TPE, PME, des grandes entreprises, des organisations, des associations, des établissements d'enseignement supérieur que je citais à l'instant, toute taille, tout secteur d'activité confondu. On est basé à Marc-en-Barœul et on agit principalement dans les Hauts-de-France. On a été créé par 3 dirigeants, en fait, il y a 30 ans avec cette idée de vraiment fédérer, tous ceux qui souhaitaient s'impliquer, en fait, sur le territoire des Hauts-de-France, partager leurs bonnes pratiques, continuer de s'améliorer en gardant un temps d'avance. Donc Réseau Alliance, c'est vraiment un espace, en fait, tout simplement de rencontres et de coopération pour nos différentes parties prenantes. Nos métiers, ça va être à la fois de sensibiliser pour embarquer le plus grand nombre, parce que c'est par la sensibilisation, dans un premier temps, qu'on arrivera à effectuer ces changements. Et notamment, on va également expérimenter de nouveaux projets à impact en créant des espaces, en fait, tout simplement pour que les mondes se rencontrent, pour valoriser l'ensemble de cet écosystème. Et toutes ces actions qu'on mène, elles sont menées en fait au regard des réalités du territoire des Hauts-de-France, dans un esprit, je le disais, de coopération permanente avec les acteurs. Donc certes, on agit dans les Hauts-de-France, mais on a ce besoin de coopération au niveau local, national ou international. On agit sur tout un ensemble d'axes que vous voyez sur la slide. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y en a beaucoup. Mais on a différents outils d'accompagnement et plusieurs méthodes qui viennent se compléter. On propose à la fois des actions de sensibilisation. On a chaque année environ une centaine de rencontres, notamment le World Forum qui s'est déroulé il y a 2 semaines, qui a réuni 2500 participants à la Cité des Échanges dans nos locaux, ou encore les Trophées de l'économie responsable, qui est l'action phare de Réseau Alliance, qui récompense des entreprises et des organisations sur une démarche RSE qu'ils ont mis en place. Et au-delà de ça, on a plusieurs actions sur les différents prismes de notre activité. En plus de ces actions de sensibilisation, on a l'accompagnement collectif qui passe par des ateliers, des formations. Là encore, je le disais, on capitalise sur le retour d'expérience de nos adhérents pour favoriser les coopérations entre les acteurs de notre territoire. C'est vraiment le cœur de notre métier. Et enfin, on a une partie accompagnement individualisé et personnalisé de nos adhérents sur une ou plusieurs problématiques données. Voilà, pour j'essaie d'être rapide, il est 12h08. Pour recontextualisation rapide de Réseau Alliance. Et je vous propose simplement qu'on passe au cœur du sujet ce midi, qui nous intéresse ce midi, à savoir les managers d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Du coup, on va évoquer ce matin avec Émilie, Marie et Stéphanie
les transformations majeures, on va dire, des conditions de management, les défis et les enjeux qui planent autour de ces fonctions managériales, comment on peut répondre aux injonctions contradictoires auxquelles les managers sont confrontés, comment tout simplement prendre soin de ces managers pour une bonne animation des équipes. Donc c'est un sujet vaste, heureusement on est bien entouré ce matin. Du coup, je vous propose qu'on passe au cœur des échanges. Émilie, si ça vous va? Oui, merci Éléonore pour cette introduction et bienvenue à tous. Bonjour à tous, je suis Émilie Vire, je suis effectivement responsable développement et relations territoire Hauts-de-France chez Schema Business School que vous connaissez probablement pour la partie formation d'étudiants qui vont devenir des futurs professionnels que l'on espère responsables, effectivement sensibilisés à la RSE et aux projets à impact. Donc c'est vraiment un fil rouge dans notre établissement d'enseignement supérieur. On accompagne également les entreprises dans leurs pratiques managériales, donc avec des services de formation continue, de recherche-action, de chaire d'entreprise et d'autres services voilà, pour faciliter les liens avec les étudiants. Aujourd'hui, effectivement, le sujet qui nous réunit, c'est le sujet du management responsable, c'est-à-dire effectivement on va remettre en perspective les évolutions du management dans les entreprises. Et merci encore à Orange d'avoir accepté de participer également pour donner corps à nos échanges et comment le faire effectivement d'une manière positive, responsable et prendre soin des managers en entreprise qui sont une fonction importante du fonctionnement au quotidien de ces organisations humaines qui génèrent aujourd'hui une performance non seulement économique mais extra-financière aussi, avec un impact social et sociétal non négligeable qui donne aussi le sens à tous les futurs collaborateurs que nous formons. Donc j'ai le plaisir d'animer une conversation qui va durer à peu près 30 minutes sur ce sujet et qui réunit donc Stéphanie Chasserio qui est professeure associée à Schema sur le domaine management, RH, QVT et RSE, et Marie Beaucourt qui est directrice du talent et développement managérial QVCT chez Orange Direction Grand Nord-Est. Stéphanie Chasserio, pourriez-vous nous aider à faire le point sur la situation managériale actuelle dans les entreprises ? Alors, bonjour à toutes et tous. Est-ce que le son est correct me concernant? Parfait. Alors, pour situer les éléments autour de la situation des managers aujourd'hui, en France, aujourd'hui, on compte entre 3,9 et 4,4 millions de cadres. Et vous savez qu'en France, on a une particularité parce qu'on a des cadres qui n'encadrent pas. Et donc, si on se focus uniquement sur les personnes qui encadrent des équipes, ça représente à peu près 66% de ces cadres. On est entre 2,5 et 2,9 millions de personnes, ce qui n'est quand même pas rien. Ces managers, donc qui peuvent être intermédiaires et plus, peuvent avoir dans certains cas des liens hiérarchiques ou pas de liens hiérarchiques. Et on s'intéresse à cette population-là. Ce qui est intéressant quand on regarde un peu plus en détail, c'est qu'il y a quand même assez peu de diversité, c'est-à-dire qu'on a finalement pour l'instant que 30 à 35% de femmes qui sont managers. Donc voilà, là il y a un sujet quand même à creuser. Et également, on s'aperçoit que les profils de ceux qui deviennent managers sont plutôt définis par l'âge, plutôt par un profil de carrière. Et donc, il y a une relative homogénéité dans les profils qui sont des managers. Un constat qui est partagé entre la France et l'Europe, et je pense qu'on ne doit pas du tout s'en réjouir, c'est que cette fonction de manager et de manager intermédiaire plus particulièrement manque de beaucoup d'attractivité et qu'aujourd'hui, on a du mal à remplir ces rôles, à trouver des personnes qui souhaitent de façon volontaire arriver ça, on en revient à occuper ce type de poste et on y reviendra, mais il y a parfois des gens qui sont managers de façon subie plutôt que de façon choisie et ça a probablement un effet sur la façon dont ils managent. L'autre élément qui ressort de cette étude qui compare l'Allemagne, la Chine, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est que seulement 37% de ces managers souhaitent se maintenir dans leurs fonctions les prochaines années. Donc, non seulement on a du mal à les attirer, mais on a aussi du mal à les retenir. Donc, il y a un double effet qui apparaît. Le dernier point sur lequel, je veux dire, pour avoir cette photographie, qui est aussi un constat partagé par plusieurs études, c'est que les cadres et les managers voient quand même ont un sentiment de dégradation de leurs conditions de travail, avec une dégradation de leur état de santé et de cette santé mentale, avec l'expression pour 55% d'entre eux d'un sentiment de surcharge, d'épuisement professionnel, voire de stress intense. Et donc là, si on fait un bilan, il y a quand même des gros enjeux sur cette fonction managériale intermédiaire qui est essentielle. Il y a un dernier
ouvrage qui est sorti au mois de juillet 2023 chez Harvard sur le pouvoir du middle, Power of the Middle, qui étudie finalement toute la valeur ajoutée apportée par les managers dans la performance organisationnelle. Étude très récente qui bat un peu en brèche les discours récents sur la fin du management. En fait, non, on a besoin des managers et aujourd'hui, ils ne vont pas très très bien, d'où l'intérêt de porter un œil très attentif sur eux. Voilà. Merci Stéphanie d'avoir posé ce bilan introductif. À quelles conditions nouvelles de travail les managers doivent-ils faire face dans les organisations? Alors, pour compléter un peu et venir aux sources et aux causes racines de cette situation, bon, il y a un certain nombre d'éléments que vous connaissez déjà, hein, l'évolution des conditions de travail, par exemple, effectivement, les technologies. Mais si on va un peu plus en profondeur, c'est quand même intéressant. Il y a une dévalorisation de la fonction, c'est-à-dire que l'image même telle qu'elle est véhiculée, le petit chef, celui qui contrôle, et là, il y a probablement dans le périmètre d'autonomie donnée au manager une vraie question à se poser. L'autre élément, c'est que, et ça, c'est pas nouveau, hein, ça a déjà été identifié il y a quelques années par Christophe Dejour, hein, c'est l'importance des injonctions contradictoires auxquelles doivent faire face les managers intermédiaires, à savoir à la fois être les garants du suivi des KPI, de la performance, de contrôler que le travail soit fait, parce qu'on a encore beaucoup de managers qui sont dans ce cadre-là, mais dans le même temps, on leur tient un discours, à savoir qu'ils doivent être en même temps un coach à l'écoute, promouvoir le développement de leurs équipes. Et là, ça commence à être difficile, d'où les histoires de surcharge mentale dont on a entendu avant. L'autre élément qui s'est accentué évidemment ces dernières années, c'est la modification des configurations des équipes, de la composition des équipes, avec par exemple, de façon très concrète, au sein même des statuts juridiques très différents. Donc vous avez des permanents, des temporaires, des consultants. Et là, l'idée, toute la difficulté, c'est comment on crée un sentiment d'équipe avec des personnes qui n'ont pas les mêmes prérogatives ou les mêmes obligations. Donc là, c'est un petit casse-tête. Et ça va se conjuguer à un besoin, on sait aujourd'hui, important de la part des salariés d'individualisation de la relation, c'est-à-dire moi je veux que soient pris en compte mes attentes, ce dont j'ai besoin, mes requêtes. Donc le manager doit être encore plus attentif à des gens qui ont des statuts différents, des requêtes différentes. Donc là, c'est vrai que quand en plus vous avez une équipe très diverse, ça commence à devenir un peu sportif. La taille de l'équipe va jouer évidemment. Et dans le même temps, il y a un nécessaire traitement d'égalité. Donc, il faut être équitable, juste, avec des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions, et vous avez quand même une obligation d'égalité de traitement. Ça commence à être très complexe, et bien entendu, ces éléments-là, c'est en même temps de faire son contenu de tâche, donc c'est extrêmement exigeant. L'autre élément, la charge émotionnelle liée à ça, hein, c'est-à-dire qu'on exige beaucoup plus d'écoute. Je pense qu'effectivement, les études qui ont été menées pendant le Covid ont montré que les managers ont plutôt bien fait leur rôle et ont été très présents, très à l'écoute, un suivi. Alors, nos salariés ont donné et ont pu s'exprimer. Je ne suis pas sûre que les managers ont pu en faire autant de leur côté, hein. Donc, ils ont pris sur leurs épaules un certain nombre de choses, à savoir est-ce qu'eux ont été écoutés, et ça pose toute la question de l'espace d'écoute qui est ouvert aux managers dans les organisations. Évidemment, je ne vais pas revenir sur le travail hybride à distance où là, évidemment, il y a des managers qui n'arrivent plus à réunir leur équipe tous en même temps, au même lieu, au même endroit. Donc, en fait, on est sur des configurations technologiques et des modalités hybrides du travail. Et puis, un dernier point qui est intéressant d'une étude assez récente lue, c'est, alors la technologie est intéressante, il y a un suivi, et en fait, sur le créneau, enfin, le travail des cadres et des managers intermédiaires, en fait, il y a un terme qui a été inventé qui est, je trouve, intéressant. On a parlé de extensification. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les managers intermédiaires avaient des volumes d'horaires de travail absolument phénoménaux. C'est-à-dire qu'à la fois, durant la journée, ils font beaucoup d'interactions avec les uns et les autres, ce qui effectivement reporte en fin de journée, voire les week-ends, voire en soirée, le travail à réaliser, facilité par les modalités technologiques. Et donc aujourd'hui, on a aussi des gens qui sont en surcharge horaire extrêmement important. Donc voilà, vous avez quand même un conjugaison de facteurs qui fait qu'on a un petit peu de travail pour rafraîchir la fonction de manager intermédiaire et la rendre de nouveau attractive. Elle a beaucoup d'attraits, d'intéressants, il y a beaucoup de possibilités, mais il y a un travail autour à faire. Voilà.
On entend bien, effectivement, à travers votre témoignage, les enjeux qui se posent autour de la fonction managériale et de la manière aussi de la soutenir et l'accompagner, hein, notamment pour les populations RH. On va y venir très bientôt. Qu'est-ce qui commence, selon vous, toujours Stéphanie, à apparaître comme nouvelles approches qui sont favorables dans les organisations à un mieux-être ou un mieux-faire pour ces managers? Alors, je parle sous le contrôle de Madame Beaucourt qui pourra donner quelques exemples, évidemment. Alors, si on fait un rapide état de la littérature, il y a quand même des pistes aujourd'hui. Par exemple, alors ça peut sembler anecdotique, mais je pense que ça ne l'est pas, c'est qu'on voit quand même les entreprises qui essaient, entre autres, de changer la dénomination. C'est-à-dire que middle manager, bah, c'est au milieu, on ne sait pas trop. Donc, on essaie de transformer le terme de manager avec facilitateur, coach, leader animateur. Et je pense que cette recherche de nouvelles dénominations, même si on tâtonne, elle est aussi significative du nouveau sens qu'on veut donner à la fonction. Et ça, je pense que c'est intéressant. Je ne suis pas sûre qu'on ait toujours trouvé les bons termes, mais en tout cas, il y a des tentatives de réflexion sur comment on va décrire par un nouveau terme ce qu'on attend de cette nouvelle fonction. Bon, je ne peux pas ne pas mentionner aussi le déport d'une partie des activités des managers intermédiaires sur les algorithmes et l'IA. Alors, ça peut être à la fois un risque et une opportunité. Un risque parce que certains vont avoir peur de ça, mais il y a probablement une opportunité sur aujourd'hui des activités, des tâches extrêmement sur de la data, de l'analyse de data, qui vont probablement pouvoir aller être déléguées à ces supports technologiques. Et donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, de réflexion. Les analyses sont en cours, les observations sont en cours, mais là, je pense qu'il y a des choses sur des activités de pilotage. On peut penser que l'intelligence artificielle sera d'une grande aide. Il est clair aujourd'hui aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui expérimentent des nouvelles modalités organisationnelles. On a beaucoup parlé des organisations libérées en un temps, l'organisation opale, enfin bon, elles portent toutes des noms différents. C'est intéressant parce qu'effectivement, à un moment donné, certains d'entre eux disaient, nous, on n'a plus besoin de manager parce que tout le monde est manager ou leader chez nous. Bon, en fait, quand on analyse finement ces nouvelles formes d'organisation, il y a bien des rôles de coordination, de régulation, de facilitation de l'information. Alors parfois, la partie contrôle, elle est diminuée pour plutôt être sur des rôles d'animation et de monter en compétence des équipes, mais le fond de l'activité du management, elle est toujours là. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Il y a un travail de refonte qui est fait et aussi de mise en développement de nouvelles activités, enfin de nouvelles compétences qui n'étaient pas assez développées précédemment sur savoir donner du feedback positif et négatif correctement, quelque chose qui met profondément mal à l'aise beaucoup de managers, sur développer l'approche par compétences, sur le management par les pairs, les feedbacks par les pairs. Donc, ces nouvelles organisations, où ce n'est pas parfait, loin de là, permettent d'expérimenter le nouveau périmètre de ce qui pourrait être la fonction managériale du futur. Et puis, alors, un autre aspect qui est intéressant, de réfléchir à ce que des managers ne soient pas enfermés ad vitam aeternam dans leur fonction de manager. Et dans les aspirations sociales, on voit aussi des managers qui ont envie à côté d'avoir une activité autre, c'est-à-dire soit une activité associative, soit une activité entrepreneuriale, qui finalement vient les nourrir. C'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, un peu cette polyactivité, à savoir je suis salarié, mais en même temps j'arrive à faire quelque chose. Alors aujourd'hui, ce n'est pas évident du fait de la surcharge horaire que j'ai indiquée, mais il est à réfléchir sur peut-être que d'aller se nourrir sur des activités autres peut faire qu'on peut devenir un meilleur manager. Et là, ça va nécessiter des aménagements un peu différents qui vont quand même être un petit peu surprenants. Voilà, c'est un peu les points que je voulais dire parce que je vais laisser la place à Madame Beaucourt. Merci pour ces points partagés, effectivement, qui nous donnent à la fois une bonne vision de la situation et puis déjà des pistes de réflexion et d'action concrètes. Nous en venons à Marie Beaucourt. Vous êtes, je le rappelle, en charge du développement des talents, du développement managérial et de la QVCT chez Orange Grand Nord-Est. Quels sont les enjeux managériaux que vous avez rencontrés dans l'entreprise et comment vous y avez répondu de manière responsable? Alors peut-être déjà avant de répondre à ces éléments à vos questions, peut-être vous donner un petit peu de visibilité sur notre structure au niveau de l'entreprise. Alors, Orange, c'est une grosse entreprise, mais en France, nous sommes répartis sur 5 grandes régions avec ce que l'on appelle une direction Orange Grand Nord-Est dans laquelle je travaille et nous travaillons avec une pluralité d'activités et de métiers. Donc pour en résumer, hein, nous avons les métiers de la distribution, du B2B, du B2C.
les métiers de la relation client au sens large et les métiers beaucoup plus techniques liés en fait au déploiement, l'exploitation, la maintenance du réseau. Sur notre direction Orange Grand Nord-Est, c'est l'équivalent de 500 managers que nous accompagnons pour à peu près 5 000 ou 6 000 collaborateurs. Et nos enjeux sont des enjeux de transformation profonde des métiers, avec des enjeux de performance dans des environnements qui sont extrêmement concurrencés sur le domaine des télécommunications et très réglementés. Donc, nos managers animent en fin de compte des collectifs sur des équipes extrêmement dispersées. Ils vont aller rechercher de la performance d'équipe, mais aussi de la performance individuelle, avec des personnes qui n'ont pas forcément de lien entre elles sur les activités. Donc, c'est assez spécifique chez nous et sur un territoire qui est extrêmement large, avec bien évidemment, donc je l'expliquais, multi-activités et des dimensions de management hybride. Donc, voilà un petit peu le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Les approches que nous mettons en place, en fait, pour répondre plus précisément à votre question, c'est des principes qui sont liés à notre culture d'entreprise, donc de solidarité, d'entraide, avec notamment un dispositif que nous avons mis en œuvre depuis déjà à peu près 4 ans, qui sont des réseaux de managers. Donc nous en avons 5 sur notre direction Orange. Ces réseaux sont composés à peu près d'une centaine ou 200 à 200 managers sur ces zones géographisées, avec des animateurs qui sont en fin de compte eux-mêmes des managers. On est là sur des principes d'accompagnement de pair à pair. On a également mis en place ce que l'on appelle chez nous un principe d'organisation apprenante avec une ouverture sur des pratiques extérieures. Dit autrement, nos managers sont en contact plutôt régulier avec d'autres entreprises pour faire des partages de pratiques, notamment ce que l'on appelle chez nous la fabrique ouverte, avec un certain nombre d'autres entreprises sur des réseaux associatifs et aussi des réseaux de femmes entrepreneuses avec qui nous travaillons. Et enfin, la compétence managériale pour nous, en fait, elle se fait en interne principalement, avec un principe de véhiculation en fin de compte du savoir qui se fait par le biais de la facilitation. Donc, ça a été évoqué juste précédemment. Pour nous, notre entreprise, elle est apprenante de l'intérieur principalement, puisque on véhicule en fait ces dispositifs d'intelligence collective par le biais de la facilitation, avec des systèmes d'apprentissage qui se font à la fois en top-down et en bottom-up, de sorte en fait à ce que l'on soit complètement en lien avec ce qui se passe et ce qui se joue au sein de notre entreprise, principalement sur des dispositifs de soft skills. Effectivement, vous avez des collaborateurs qui ont un temps dédié dans leur activité pour cette facilitation. Alors, on laissait effectivement à hauteur de 10 à 20% de leur temps, et donc tout cela est bien évidemment convenu avec le top management. Et vous le disiez, effectivement, il y avait un mix de la partie formation hard skills pour la partie verticale, métier, expertise, et puis les soft skills plus pour la partie management de l'humain et puis transversalité en fait dans l'entreprise. Exactement. Alors, la partie métier est beaucoup plus soutenue par nos directions nationales, mais toute la partie effectivement soft skills se fait plutôt par des réseaux de pairs, ce que l'on appelle également le CODEV. Je pense que un certain nombre d'entre vous le connaissent, qui sont des dispositifs assez puissants et qui nous permettent en fait de diffuser l'apprentissage et l'apprentissage en continu au sein de notre organisation. C'est un dispositif, en tout cas, qui est très intéressant et que vous travaillez effectivement depuis à peu près 4 ans. Quels sont les résultats notables de cette démarche? Alors, on a un faible turnover déjà dans notre entreprise. Alors, c'est historique chez Orange. On a vraiment une pluralité des métiers aussi qui est en fait un gros atout dans cette entreprise. On a aussi un faible taux d'attrition d'une certaine manière. Donc, c'est aussi un moyen de mesurer aussi nos résultats. Et on a une organisation en fait qui est très résiliente dans la mesure où en fait on vit énormément de restructuration et de transformation dans l'entreprise, avec une forte ouverture à la mobilité. Et je rejoins ce qui a été dit, le fait effectivement de permettre aussi au management de pouvoir parfois changer de métier à un moment donné pour se ressourcer et revenir en fait enrichi, j'aurais tendance à dire, au sein de notre structure, est vraiment aussi en fait pour moi des atouts et qui nous permet en fait d'avoir de bons résultats, je dirais, sur le long terme. Et quels sont les facteurs clés de succès d'une telle démarche, d'après vous? Alors, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment en résonance avec la culture d'entreprise. Pour moi, c'est vraiment le cœur du réacteur. Notre culture d'entreprise évolue et donc elle s'adapte en continu. Et cette culture d'entreprise, en fait, elle est régie par, en fin de compte,
un principe de mise en lumière de ce qu'attendent les collaborateurs. Donc, c'est quelque chose que l'on régule dans le temps, notamment avec ce que l'on appelle chez nous le baromètre salarié. Il y a un soutien en fait de la direction générale qui est très fort, notamment sur le dispositif de réseau et de pair. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Et on professionnalise en fait nos collaborateurs, ce que j'évoquais principalement avant sur le dispositif de l'intelligence collective, et on donne de l'agilité dans la structure avec des rôles tournants. Enfin, on donne en fin de compte des moyens et des responsabilités, et on développe l'autonomie au maximum des collaborateurs, en leur donnant en fait un temps dédié, on l'évoquait, et des budgets, c'est quand même important également de le dire, pour leur permettre d'être à l'aise dans ces dispositifs. La fonction RH, en fait, elle est là pour mettre en place les conditions qui vont bien pour que ça puisse se mener, mais n'est pas du tout dans la directivité. Ce sont des réseaux qui sont quand même très autonomes et qui fonctionnent parce que ils ont une histoire à raconter. Ils se donnent le temps et répondent vraiment à des enjeux très concrets et opérationnels des managers. Pour que ça fonctionne, il faut se donner du temps. Donc, c'était évoqué juste avant. Nous, il nous a fallu 3-4 ans quand même pour mettre en place ces dispositifs. Et donc, la reconnaissance des personnes qui contribuent aussi à ces accompagnements est fondamentale. Pour nous, l'intelligence collective, l'apprentissage en continu sont des valeurs fortes, et il faut pouvoir le valoriser dans les entretiens individuels, notamment des personnes, et le valoriser aussi de manière financière quand on peut le mettre en œuvre. Oui, vous le disiez, effectivement, il y a non seulement le soutien de niveau DG, hein, c'est une Oui. démarche qui a été impulsée de sa part et qui fait culture, mais aussi des membres du CODIR, hein, qui sont Sponsors. participants à ces sponsors en fait, de ces réseaux et qui participent également pour se rendre compte. Et ce que vous soulignez aussi, c'est que, un peu comme une culture, elle se sédimente, elle se développe en quelques années. Ce qui est très important aussi, c'est le pouvoir du récit, c'est-à-dire raconter la démarche, ce qu'elle produit, sont bien fondés, faire la démonstration hein, des résultats de ce que ça apporte, pour que du coup la démarche soit connue et plébiscitée dans l'entreprise et qu'elle contribue à un peu une vague de bien-être général ressentie par la population managériale. Oui, et on s'aperçoit effectivement que la notion de récit joue un rôle fondamental dans le fait de s'imprégner en fin de compte et de s'acculturer aussi à des changements notamment, et que le discours managérial a ses limites, et qu'on apprend énormément en fin de compte de ses pairs, et c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait la différence, j'aurais tendance à dire. Là où nous parlons, quel est le champ d'action prioritaire que vous menez en faveur d'un management responsable? Alors, c'est très en écho à ce qui a été dit précédemment, pour être très clair. Nos sujets aujourd'hui tournent principalement autour de la régulation, j'aurais tendance à dire, et très enclin et très attentif en fait à la charge cognitive et la charge de travail au sens large des managers, y compris de l'organisation. Alors, on a d'autres sujets sur lesquels nous travaillons aussi, notamment sur la connaissance de soi, qui nous permettent en fait de pouvoir mieux de permettre une meilleure interaction entre les personnes. Donc pour nous, c'est vraiment fondamental, et aussi pour savoir comment on va prioriser les activités, et faire preuve de discernement, et qui nous permettra aussi, voilà, au sein de l'organisation, de mieux structurer les choses. Alors on a d'autres thématiques également sur lesquelles nous travaillons, qui sont la détection, l'accompagnement des situations sensibles des personnes que nous pour les managers qui accompagnent donc des collaborateurs, et versus les comportements hors jeu, qui sont aussi des sujets sur lesquels nous travaillons actuellement. Pour revenir sur les ateliers en fait de pair à pair, on développe ils communiquent sur des tips sur lesquels en fait ils peuvent mettre en œuvre un certain nombre d'actions autour de ces sujets. Le lâcher prise aussi, et surtout un maître mot pour nous, c'est que tout ne retombe pas sur le management. Donc c'est vraiment un collectif de travail qu'il faut donc faire évoluer, et notamment, je l'évoquais, par le biais de la facilitation.
Alors, parfois, on peut bouger aussi les comitologies. Ça fait partie des sujets que nous regardons très, très clairement aujourd'hui. Et il y a une responsabilité aussi de l'entreprise, hein, bien évidemment, sur ces sujets. Accepter, hein, très simplement que certains collaborateurs ne puissent pas participer à des réunions, voilà, les faire démarrer plus tard, pour permettre aussi aux personnes d'avoir un temps dédié, pour eux, pour, pouvoir, se délasser et en tout cas récupérer aussi d'un point de vue charge. Et bien évidemment, on prône aujourd'hui la performance collective, pas qu'individuelle. En se donnant en fait des ambitions et des objectifs partagés qui font également, partie, des tips. On va parler très régulièrement du travail, et ça, chez nous, c'est juste essentiel, parce que, on en a oublié parfois le sens, donc il est très important de pouvoir se recentrer également, sur ces sujets, notamment, lors des one to one, au moment des one to one. Et on a, comme je l'évoquais précédemment, notre baromètre salarié qui est en mode listening responding et qui, voilà, nous permet de suivre les évolutions, plusieurs fois dans l'année et c'est comme un thermomètre d'une certaine manière. C'est intéressant, on entend alors du coup en synthèse la responsabilité collective pour pas tout assumer Oui. sur ses seules épaules. On entend effectivement la liberté ou l'autonomisation et puis des temps de respiration et d'oxygénation dans la manière d'envisager l'exercice managérial. Dans cet esprit de prendre soin, vous avez même à l'intérieur de l'entreprise des assistantes sociales, hein, c'est pas fréquent sur le Alors marché. oui, oui effectivement, donc il y a des espaces d'écoute en fin de compte, qui sont vraiment dédiés pour le management et également pour les collaborateurs. Donc, nous avons un réseau d'assistantes sociales en interne, hein, au sein de l'entreprise. Donc, c'est très intéressant, également pour permettre, d'aborder des situations plus sensibles, hein, je l'évoquais et aux managers également de pouvoir s'exprimer autrement. On a également des contrats avec, l'IAPR, l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources en fait, hein, avec lesquels nous travaillons. Donc avec des numéros, dédiés pour le management et pour la RH. Donc un soutien psychologique qui est quand même assez implanté au sein de notre structure historiquement, j'aurais tendance à dire, avec également un service de médecine du travail qui est intégré en fait aux équipes RH, donc la médecine interne. Merci beaucoup Marie pour ce partage. Le mot de la fin à Stéphanie par rapport à cette séquence un peu de partage avant d'ouvrir l'interaction avec les participants. Stéphanie, quelles sont en synthèse les stratégies gagnantes et quelles sont les perspectives d'avenir sur le sujet du management responsable? Alors Stéphanie, votre micro est coupé. Et voilà. Pardon. Oui, quelques pistes issues à la fois des pratiques d'entreprise observées et puis de réflexion d'ouverture. Un point important quand même, les enquêtes montrent que les managers intermédiaires sont plutôt appréciés par leurs collaborateurs. Et donc, c'est important. C'est peut-être pas suffisamment exprimé, hein. On parle beaucoup de la reconnaissance attendue des salariés par leur manager. J'aime aussi dire que ça serait intéressant d'éduquer les collaborateurs à donner de la reconnaissance à leur manager. Il y a une réflexion, ça marche dans les deux sens, la réciprocité, hein. Il y a quelque chose aussi à creuser là dans l'éducation qu'on a de nos collaborateurs sur le manager est une personne et lui aussi, il aimerait bien de temps en temps avoir un peu de reconnaissance. Ce qui revient clairement, c'est la question de la formation, de l'accompagnement à l'acquisition de compétences, de pratiques, qui ne doit pas se faire sur un one-shot, mais finalement de façon très régulière et revenir, hein. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait une fois que ça suffit. Et donc ça, il faut s'inscrire dans la continuité, tout en sachant que bon, il y a le contenu de la formation et je ne vais pas dénigrer ça parce que je suis dans une institution qui donne de la formation. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est le format de la formation est aussi un lieu d'échange en soi. Et donc, faire des formations pour acquérir des compétences, oui, mais aussi parce qu'on se retrouve avec ses pairs et que c'est aussi un lieu d'échange. Donc là, il y a aussi une réflexion à mener sur comment on forme, sous quel format, parce qu'au-delà de la transmission de compétences, il y a aussi un lieu où se construit un collectif qui est les managers. Et probablement qu'un des points pour renforcer l'attractivité des managers, c'est aussi de faire en sorte, un peu comme le disait Mme Beaucourt, d'avoir le sentiment d'appartenir à un groupe et de ne pas être seul face à sa tâche. C'est quelque chose qui ressort beaucoup, c'est je suis parfois un peu seule face à mon truc et si j'ai le sentiment de faire partie d'un groupe qui partage,
auxquels je peux me référer, ben, clairement, vous diminuez un petit peu la pression là-dessus. Alors, une réflexion aussi que je menais, j'ai mentionné tout à l'heure la diversité, on réfléchit beaucoup sur comment redéfinir le périmètre du rôle du manager, son contenu, le contenu de la tâche. Peut-être ça serait intéressant aussi d'aller creuser. Alors, on va voir l'ouverture à la diversité des profils sur les postes de manager peut aussi amener de façon logique à ce que les personnes différentes qui occupent ces postes-là redéfinissent ces postes-là. Et donc là, il y a aussi il n'y a pas une vision que descendante, c'est aussi des personnes nouvelles qui vont occuper des postes peut-être plus jeunes, hein, parce qu'on a aussi en France une vision importante. Enfin, il faut qu'on déconstruise des représentations nationales du chef, du petit chef, qui doit avoir un certain âge et ce genre de choses. Si vous allez en Amérique du Nord, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez des jeunes gens qui vont occuper très vite des fonctions d'encadrement. Et ça pose beaucoup moins de réticence. Donc, il y a aussi, alors avec les limites qui sont accompagnées, mais ce qui est intéressant, c'est comment aussi des personnes différentes vont elles-mêmes redéfinir et apporter probablement un souffle nouveau à la fonction de manager intermédiaire. Alors, je pensais aux femmes parce que c'est un sujet qui m'est cher, mais évidemment, ça serait intéressant de voir comment, quand on modifie avec plus de femmes dans une fonction managériale, comment ça redéfinit la fonction managériale. Et puis, un dernier point sur les parcours de carrière. Probablement que la vision, alors c'est pas probable hein, parce qu'on le sait, mais la vision carrière ascendante, je passe d'un niveau à l'autre, si j'en juge par les étudiants qu'on a aujourd'hui, où la carrière se conçoit plutôt par projet, par moment, par période, bah, effectivement, la fonction de manager, bah, c'est un temps, je vais être là 5 ans, 3 ans, puis après, je vais aller faire autre chose. Donc, ça exige aussi de la part des entreprises de concevoir différemment des parcours de carrière, plus avec comme un voyage avec des étapes où à un moment donné, je sors même de l'entreprise, je vais voir quelque chose ailleurs et je reviens et je réoccupe autre chose. Donc, ça va exiger, je pense à certaines entreprises de PME, PMI qui ne sont pas habituées avec ça. Hein. Si tu pars, tu ne reviens pas, ben, peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut voir à l'avenir. Voilà. Donc, voilà un peu les pistes que l'on voit aujourd'hui et qui amènent à re-questionner nos pratiques. Merci beaucoup, Stéphanie. Je pense que Marie, vous avez peut-être un rebond. Oui. En fait, par rapport à ce que vous dites, Stéphanie, moi je pense au congé respiration qui est mis en place chez Orange, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui permet en fait aux collaborateurs de prendre un temps pour pouvoir justement se développer autrement et ailleurs et revenir ensuite dans l'entreprise enrichi, j'aurais tendance à dire, de ces apports extérieurs. Donc, on est pleinement dans cette logique. Alors, il n'y a pas beaucoup de demandes encore aujourd'hui au sein d'Orange. Je pense que ça va se diversifier parce qu'aujourd'hui, le dispositif est assez encore, pour moi, encore un peu contraint. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir proposer ce type de dispositif au sein des entreprises parce que c'est extrêmement enrichissant de pouvoir, en fin de compte, et c'est très en lien aussi avec l'ouverture de la fabrique ouverte, c'est très en lien avec les apports extérieurs. Donc, oui, on a peu de recul hein, encore aujourd'hui parce que je suis en train de réfléchir au volume de personnes qui sont parties. Mais comme c'est un dispositif qui existe depuis à peine un an et que la durée de l'absence va jusqu'à un an, on a encore peu de retours. Donc, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Et je trouve que c'est un dispositif très intéressant. Je vois M. Dussart qui vient de l'Institut Pasteur sur la prévention. Ben, en fait, la prévention de l'usure professionnelle, et si on doit amener des populations à travailler beaucoup plus longtemps, ces temps de respiration vont être importants parce que l'usure de la charge émotionnelle, de la charge mentale et de la charge physique liée aux fonctions managériales vont faire que c'est clairement quelque chose qu'on va devoir prendre en compte. Ça, je veux dire, c'est absolument inéluctable. D'autant plus que les attentes de nos jeunes gens, la notion de congé sabbatique est beaucoup plus répandue chez les jeunes générations. Hein. Donc, l'idée d'aller faire un petit tour d'Europe, un petit tour du monde ou je ne sais quoi, ou d'avoir un projet associatif va probablement les accompagner tout au long de leur vie. Merci à vous deux. Je redonne la main au Réseau Alliance pour modérer les questions-réponses. Oui, n'hésitez pas. Alors, soit en fonction de ce que vous préférez, voilà, allez-y, monsieur Duzart de l'Institut Pasteur de Lille, vous pouvez couper votre, débloquer votre micro. Bonjour mesdames, et je voudrais d'abord vous remercier pour l'animation de ce webinaire qui est très très intéressant. Alors oui, nous à l'Institut Pasteur, on est surtout connus pour la recherche fondamentale, mais on a une centaine de personnes sur les 800 qui composent le campus qui travaillent sur la prévention et notamment depuis maintenant une année ou deux sur la prévention de la santé personnelle des gens
dans l'entreprise. Parce que vous avez cité quelque chose tout à l'heure de très important. Alors moi, je vais parler pour ma partie, hein. Elle est moins sur la RH que sur la santé et la prévention. Lorsque les gens rentrent dans l'entreprise, ils arrivent déjà avec leur capital santé, consommé ou pas. Que ce soit pour l'activité physique, que ce soit pour l'alimentation, le stress, et les managers, ils sont souvent soumis, hein. Je pense qu'il y a énormément de managers qui ne sont pas des dernières générations et qui sont toujours dans cette théorie de je dois tout le temps être fort, je dois tout le temps faire preuve de cette légitimité, de cette crédibilité. Et nous, on travaille différemment à travers un parcours de médecine préventive, tout simplement pour prendre les gens, leur faire rencontrer psychologues ou neuropsychologues, éducateurs médico-sportifs, diététiciennes, infirmières, médecins. Et après ça, se suit un accompagnement d'une année, non pas pour les poursuivre, pour les harceler, mais on travaille sur la motivation des gens et quelles sont les fragilités qui ont pu être détectées. Je la fais très courte, hein, mais les fragilités détectées pour travailler dessus. Ça peut être le sommeil, par exemple. Vous avez le stress entraîne du sommeil. Alors, je vais vous faire rire. Moi, j'ai repris le sport depuis 2 semaines. Je dors toutes mes nuits maintenant, mais comme un bébé. Je le dis en rigolant, ça fait rire tout le monde. Mais c'est un petit détail qui fait que quand j'arrive le matin, d'abord, je suis toujours content de venir à l'Institut, mais j'y viens vraiment avec une énergie nouvelle. Et ça, c'est extrêmement important. Et on a établi des contacts avec la médecine du travail. Madame Beaucourt, vous avez aussi parfois, même en interne, des médecins du travail qui font un diagnostic, mais n'ont pas toujours de solution à proposer aux gens. Parce que moi, ce que je remarque, et je vais m'arrêter là, mais lorsque je vais voir des entreprises grosses ou petites, vous avez des services RH, vous avez des services RSE qui font vraiment, qui se démènent pour faire des choses. Par contre, c'est toujours, j'ai l'impression, sous le prisme, à terme, hein, et je suis peut-être un peu provocateur en disant ça, quelle est la responsabilité de l'entreprise sur ce point-là? Je dois mettre des choses en place, c'est dans l'intérêt de l'entreprise, c'est la sécurité. Et à un moment donné, mais moi je dis aux gens, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, vous pourriez vous intéresser à la personne elle-même? Et aujourd'hui, l'entreprise, on le voit dans la littérature, est un endroit où on peut parler de la santé des gens. Voilà, je m'arrêterai là, mais voilà, je voulais vous faire participer sur cette petite partie de la prévention. Je peux peut-être réagir. Donc, effectivement, alors merci pour votre intervention. Je trouve ça très intéressant et c'est très en lien aussi avec l'activité que je porte, la qualité de vie et les conditions de travail. Je vous rejoins pleinement sur le fait que la santé mentale, la santé physique des collaborateurs au sens large est essentielle pour nous. Nous organisons plusieurs fois dans l'année ce que l'on appelle un Préventour au sein d'Orange. Pendant 2 semaines, nous abordons principalement des sujets autour de la santé des collaborateurs. Ça passe par plein de thématiques différentes, les maladies cardiovasculaires, le fait d'être actif, sportif, le fait de s'alimenter sainement, le fait d'avoir des communications, alors vraiment sur différents thèmes, hein. On va sur la communication bienveillante également, tout ce qui est en fait, qui peut être source de stress, et également avec les médecins, hein, que l'on associe bien évidemment le service de santé à ces dispositifs. C'est peut-être parfois pas suffisant, mais j'ai quand même le sentiment que ces sujets-là, en tout cas pour ma part, ayant une ancienneté dans l'entreprise de Orange de plus de 20 ans, ont quand même beaucoup évolué et se sont clairement recentrés sur l'essentiel. Quand j'évoquais tout à l'heure le fait de donner du temps aux personnes pour apprendre en continu, ça en fait également partie. Et de prôner effectivement l'équilibre VP-VP avec la déconnexion sont vraiment des thématiques chez nous qui sont encore aujourd'hui majeures. Voilà, juste pour vous donner quelques illustrations. Merci à tous les deux. On a une question auquel vous venez de répondre, Stéphanie. On a une question, existe-t-il des réseaux de managers inter-entreprises, notamment pour les TPE-PME? Et Stéphanie, vous indiquiez qu'il existait le réseau GERM, c'est ça? Oui, voilà. Alors, en tout cas, c'est un des réseaux que je connais, qui est un réseau à la fois entre managers et aussi un peu de formation sur un mode 1 fois par mois. Et je sais que c'est extrêmement efficace, super chouette.
Donc, voilà, c'est quelque chose qui est bien. Je crois qu'Émilie connaît aussi un petit peu le réseau Germe, hein, je crois. Hein, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose de très bien. Il y avait peut-être Claire qui voulait témoigner sur l'atelier l'atelier de prévention des risques cardiovasculaires. Bonjour, effectivement, je vais témoigner, j'en profite pour saluer Marie, effectivement. Oui, effectivement, d'avoir participé à cet atelier, pour moi, ça a été une vraie révélation que le travail, clairement le travail, hein, pouvait faire peser comme risque sur ma santé cardiovasculaire, parce que très sédentaire, parce que j'ai un métier de bureau et que j'y passe de nombreuses heures assise. Et ça a été une prise de conscience incroyable. Mais je voudrais surtout poser une question, je vais en profiter pour garder le micro si vous me le permettez. J'ai pris connaissance, j'ai participé à une projection cette semaine des films, des documentaires Time to Work. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et du coup, je me suis un petit peu, j'étais un petit peu chercher ce qui se passait dans la littérature et dans la veille sur les nouvelles organisations du travail et forcément le nouveau rôle du manager. Hein, parce que on ne peut pas décorréler le nouveau rôle du manager avec les nouvelles façons de travailler, les nouvelles attentes des travailleurs jeunes et moins jeunes, quand même, parce qu'on a tendance à dire que ce sont les jeunes, mais ce n'est pas si vrai que ça. Et le Covid a beaucoup modifié les attentes, d'ailleurs. Et du coup, en faisant cette veille, je suis tombée sur le rapport des assises du travail, le rapport qui s'appelle « Reconsidérer le travail », qui, dès la 2e page, fait la part belle aux managers et à l'importance, justement, d'orienter les managers sur un nouveau paradigme, en fait. Et je voulais savoir si, dans les entreprises, ce rapport a un peu infusé, entreprises, écoles, etc., dans les leçons de management, etc. Voilà. Est-ce que ce sont des choses qui infusent, qui ont été lues, qui ont donné matière à réfléchir, à penser et à repenser les attentes par rapport aux managers et comment on peut les accompagner du coup? Marie, vous voulez démarrer? Alors, je ne connais pas le livre auquel tu fais référence, ou en tout cas le rapport Ouais, c'est un Claire. rapport du 16. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il Alors, dit j'en ai justement? pris connaissance hier, mais je peux. Ce qui m'a vraiment scotché, et dans ce cadre-là, en fait, c'est vraiment la 2e page qui dit que le rôle des managers dans les nouvelles attentes, justement par rapport au monde du travail, des salariés, le rôle de manager est absolument crucial et il faut le réorienter sur le collectif, le D'accord. sens, tout ce qu'on connaît déjà beaucoup au sein d'Orange, hein, pour le coup. Donc voilà, c'est vrai que mon propos n'était pas tant au sein d'Orange, mais voilà, de voir si ça infuse par ailleurs. Ok. Mais je te passerai évidemment le lien, le document, je le mettrai dans la conversation là, parce que c'est assez riche, je trouve. Alors, dans le même esprit, vous pouvez consulter la très bonne étude menée par Suzy Canivec, publiée sur le site de la Fabrique de l'Industrie, qui fait un état, en fait, des caractéristiques des nouvelles formes d'organisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle part aussi de l'histoire des modes d'organisation et des modes de management. Et donc, quand on parle d'innovation managériale, les managers sont les artisans de ça. Hein, c'est eux qui mettent en œuvre. Et effectivement, il y a eu récemment, parce que le monde du management n'est qu'un éternel recommencement où on met un nouveau titre sur des pratiques qui existent depuis très longtemps. Hein. Je voudrais juste vous donner l'exemple de Mary Parker Follett, qui est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le monde du management et qui est contemporaine de Frederick Winslow Taylor et qui est celle qui a inventé la notion de gagnant-gagnant quand même dans les négociations et dans le monde du travail. Donc vous voyez, il faut relativiser parfois l'innovation. Et en fait, ce qui est intéressant en fait, la figure du manager traditionnel, autoritaire, contrôlant, elle est issue du modèle hiérarchique, productiviste, qui est extrêmement efficace parce qu'on vérifie des choses. Et ça fonctionnait bien parce qu'effectivement, ça nous amenait. Aujourd'hui, il y a ça grippe, le système est un peu grippé, la performance diminue et on se rend compte, un petit peu comme juste après le démarrage de la révolution industrielle avec Elton Mayo et l'école des relations humaines, que finalement l'individu, c'est important de prendre en compte ce qu'il a envie, c'est quoi qui le motive. Donc, vous voyez, on revient à quelque chose qu'on avait déjà identifié par le passé, qui avait été noyé dans une masse productiviste. Et on se dit, finalement, l'individu, il donne le meilleur de lui-même quand aussi il est au centre de l'attention. Et donc, dans ces nouveaux modèles organisationnels beaucoup plus basés sur l'autonomie, sur le fait qu'on a besoin d'être accompagné,
Alors, il y a des modèles, hein, vous avez entendu parler du modèle holacratique qui vise non pas des managers, mais des rôles managériaux. Alors, c'est intéressant, ça ne marche pas partout, mais des fois, ça marche, où en fait, on prend la fonction du manager et on la divise en rôles et on la distribue à différentes personnes. Et donc, la fonction managériale, on appelle manager distribué, elle est assurée par plusieurs personnes en même temps. La contrepartie de ça, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de coordination et ça demande des règles du jeu à suivre par le collectif pour que ça marche. Quand par contre, vous avez une personne qui incarne tous ces rôles-là en même temps, c'est vrai que c'est plus facile parce que c'est lui qui sait tout, il y a moins besoin de coordination entre les personnes et c'est lui qui va redistribuer. Aujourd'hui, on cherche un peu un intermédiaire entre ces deux éléments-là, c'est-à-dire les rôles tout distribués où effectivement il y a beaucoup d'autonomie, mais ça génère aussi beaucoup de responsabilités et de stress chez les personnes parce que c'est une grosse charge à faire, versus une personne qui incarne tous les rôles où finalement c'est elle qui porte toute la pression de ça. Et donc on essaie de trouver des solutions où on va donner un peu plus de pouvoir aux collaborateurs, mais le manager va plus être seulement quelqu'un qui contrôle, qui ordonne, mais on va laisser plus de l'autonomie sur le comment. Il n'y a pas de recette parfaite, ça dépend beaucoup aussi de la culture organisationnelle, de l'historique des personnes. Il y a des personnes qui fitaient très bien dans l'ancien système et qui ne fitent plus dans le nouveau système. Suzy Canivec l'explique très bien, il y a des exemples, en fait l'entreprise Mobilwood, vous avez pas mal de choses qui ont été données en exemple. Des managers anciens modèles ne fitent pas ont beaucoup de mal parfois à aller dans ce nouveau modèle très décentralisé, où le contrôle n'est plus finalement le nerf de la guerre. C'est l'animation, c'est la faire émerger, aider à la réflexion, un peu de la maïotique, un maïoticien. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, parfois, on observe dans des entreprises qui transforment leur modèle managérial beaucoup de départs au sein de l'équipe managériale qui ne s'y retrouvent plus. Donc, il y a des expérimentations qui sont faites. Et après, je pense que c'est une notion de curseur. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont très confortables et qui fonctionnent très bien dans un système plutôt contrôlant. Et puis, il y a des entreprises qui fonctionnent dans un système de management extrêmement décentralisé autour de rôles. Et puis, il y a des entreprises qui vont bouger leur curseur entre les deux. Il faut y aller, je crois, plutôt à tâtons, expérimenter sur des équipes. Et puis, parfois, on voit des grosses entreprises qui sont des entreprises plutôt bureaucratiques avec un management très descendant, très traditionnel, et à l'intérieur des bulles qui fonctionnent avec beaucoup d'autonomie. Donc, moi, je ne vais pas du tout être prescriptive en la matière. Je pense que chaque organisation doit tester son degré de maturité par rapport à ça, tester avec des équipes. Moi, je crois beaucoup à l'expérimentation. Et puis à faire des boucles de rétroaction, c'est-à-dire apprendre pourquoi ça a marché, mais aussi apprendre pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être qu'on n'est pas prêt, ou peut-être que ça n'a pas été bien accompagné. Et les rétex sont quand même des choses qui sont extrêmement importantes à faire sur ces sujets-là. Je peux peut-être compléter au sein d'Orange, en fait, on expérimente effectivement ce type de dispositif. Et comme on a une richesse, une pluralité d'activités et de métiers, ça nous permet, en fin de compte, de faire des tests qui sont parfois très différents, avec, je dirais tendance à dire, dans une même entreprise, des cultures différentes. Parce que je prends l'exemple de la vente, où, en fin de compte, on a un management plus directif et beaucoup plus axé sur la performance court terme. Et donc, on aura un management qui sera plus contrôlant encore aujourd'hui, versus les équipes projets, où là, en fin de compte, on a des niveaux d'autonomie qui sont beaucoup plus importants et donnés aux collaborateurs, allant même parfois jusqu'à de la codécision dans certaines organisations. Donc, dans une même entreprise, on peut avoir des modes de management complètement différents. C'est assez intéressant. Merci pour les... Stéphanie, allez-y. Non, je partage. En la matière, il n'y a pas une seule bonne solution, sinon ce serait trop facile. On l'imagine. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question qu'on pourra prendre avant qu'on conclue, soit dans le chat, soit à main levée. Après, il est 57, donc n'hésitez pas. Je vois également, Claire, que vous avez mis le lien vers le rapport des assises du travail qu'on va pouvoir remettre dans le replay. Donc, merci beaucoup. Je vais le remettre. Je ne l'ai pas encore retrouvé, je vais le remettre. Ok, ça marche. Également, pour aller plus loin, Émilie, vous nous avez transmis ce dossier schéma manager au XXIe siècle, un art majeur, qu'on pourra mettre dans le replay. Est-ce que vous voulez en dire deux mots?
Simplement, c'est un rapport qui a été co-établi effectivement avec un certain nombre d'entreprises par l'équipe de Schema, justement, et où vous retrouverez voilà, la mosaïque des enjeux du manager à l'heure actuelle et à l'avenir, et aussi des recettes, des bonnes pratiques et des analyses, effectivement. Donc, on vous a transmis le lien qui sera disponible pour l'ensemble de la communauté. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Merci Émilie, Merci à vous. Stéphanie et Marie. Je vous donne rendez-vous pour nos prochains webinaires. Donc, le prochain sera lundi 11 décembre sur un tout autre sujet sur l'entreprise à mission. Pourquoi et comment on devient entreprise à mission, comment ça peut être comment de devenir entreprise à mission est un outil, un objectif, un bouclier greenwashing, dirons-nous. Et le prochain, c'est le tout dernier sur le rapport RSE. En fait, tout simplement, comment on publie, comment on valorise et comment tout simplement, comment on crée un rapport RSE qui a un intérêt interne et externe. Et enfin, on vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre à la rentrée le 26 janvier pour une rencontre alors qu'on appelle d'habitude rencontre adhérents, mais qui est cette année, c'est pour la première de l'année, qui est ouverte aux non-adhérents pour nous permettre de nous rencontrer, d'échanger et tout simplement discuter de tous ces sujets-là. Et voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir passé cette petite heure avec nous. Encore merci, un grand merci à vous, Émilie, Stéphanie et Marie, à la fois à Schema Business School de nous avoir permis d'organiser ce webinaire à vos côtés et bien sûr du côté d'Orange d'avoir accepté notre invitation. Bon appétit à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.